Je pense que j'ai bien fait mon travail. Voilà, ça marche. Voilà. Donc, quand vous voulez. Donc, oui, on parlait du médecin de Nexon. Alors. Bon, le médecin de Nexon, le français, je ne le connaissais pas tellement bien, mais comme j'avais fait connaissance du médecin interné à Nexon, qui était juif, et qui soignait en même temps que l'autre les malades. Ben, une fois, j'avais rencontré par maman un ami de papa qui était venu de l'autre camp, là, de Gurs, et qui était très malade, très cardiaque, et qui était déjà à l'infirmerie. Et comme maman m'avait dit que papa le connaissait bien, et que c'était quelqu'un de très bien, je l'ai visité dès le début. Je crois que c'est ce jour-là que Laurette m'a rencontré, parce que j'étais tellement ahurie, parce qu'il n'était pas soigné du tout. Et je sais qu'il avait besoin d'une piqûre. Alors je suis allée voir où sont les docteurs. Alors on m'avait dit qu'il y avait une chambre qui était privée pour eux. Et j'ai frappé, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai entendu des bruits. Après tout, j'avais 18 ans. Et j'étais quand même pas comme aujourd'hui à 18 ans, mais je suis rentrée et je les ai trouvés, ce docteur juif, en train de faire l'amour avec une des infirmières. Alors j'ai hurlé. Et avec tout mon toupet, je dis, j'ai besoin de vous tout de suite, et pas une minute de plus, venez voir ce malade. Il a retroussé ses pantalons, il est venu. Et je crois qu'il a eu la piqûre et il était sauvé quand même pendant quelque temps. Parce qu'il était encore en vie le jour où nous avons quitté Nexon, où nous nous sommes enfuis avec l'aide d'un des gardes qui était avec moi au bureau et qui m'avait apporté, qui m'avait dit d'être prête à 10 h du soir avec maman qui avait perdu la vue et ma cousine qui malheureusement, à qui on n'avait pas tout raconté parce qu'on ne voulait pas qu'elle parle. Elle parlait trop facilement, elle n'était pas assez secrète. Et le garde m'avait dit d'être prête à 10 h pour quitter le camp, qui m'amènerait des papiers, des faux papiers, et en même temps qu'il fallait vite apprendre le nom et tout ce qu'il y avait dessus et ne pas voir ces vrais papiers, et qui m'apporterait un billet et qu'on rejoindrait papa, qui était à Valence, qui avait quitté Bellac, aussi avec des faux papiers, et qui s'était réfugié à Valence, où nous avions un cousin qui s'appelait Edmond Kahn, qui était de Mulhouse, un avocat, dont la femme Lisette faisait partie d'un groupe de résistants. Et on n'a pas posé de questions. Après, j'ai su que c'est Lisette qui avait arrangé tout par Limoges, mais je ne sais pas comment. Et quand vous étiez à Nexon, donc votre maman a eu une hémorragie, vous me disiez? Une hémorragie dans la rétine. Et naturellement, on ne pouvait rien dire. Elle était absolument aveugle, elle ne voyait rien. Alors on ne voulait pas que quelqu'un le sache. Et comme on s'occupait quand même de maman beaucoup, et on lui apportait le peu de manger qu'on pouvait manger, et comme maman me disait, on s'arrange, je t'ai toujours donné le bras, tu seras mes yeux, et on fera ce qu'il faut faire. Et on l'a fait. On a vu que vous étiez arrivé donc le 17 novembre 1942. Oui. Et alors donc, on avait passé une nuit dans la prison de Bellac. Et puis après, on nous avait emmenés par le train. Il y avait 2 gardes avec nous. Et je sais que même pour aller au cabinet, ils nous lâchaient seulement les menottes. Mais ils n'avaient pas menotté maman, seulement moi. Pas la cousine, non? Non plus, parce que
je m'étais déjà... C'était mon troisième arrêt en vérité, parce que j'ai passé la ligne de démarcation. Papa était prestataire à Bellac, et en 1941, j'ai passé la ligne de démarcation en bicyclette, puisque nous habitions Tours, et je suis allée à Bellac. Et en revenant, j'ai emmené une de mes tantes qui était aussi à Bellac avec son mari, qui était prestataire aussi, mon oncle Jules, qui a été déporté aussi, ma tante aussi, qui ont péri à Auschwitz. Et au retour, je n'ai pas passé en bicyclette, nous avons pris un passeur. Et ce passeur nous avait vendu toute la bande. Il y avait beaucoup de gens, aussi des paysans, enfin il n'y avait pas des juifs seulement. On ne revenait pas en zone occupée quand même, comme moi j'ai fait puisque nous habitions Tours. En vérité, le danger n'était pas encore tel qu'on a voulu partir pour de bon. Et on nous a vendus, on nous a arrêtés, on nous a mis en prison. Mais là, j'ai passé comme enfant. J'avais toujours l'air plus jeune que j'étais. J'avais cette chance-là, puisque sur ma fausse carte d'identité, ils m'ont rajeuni de 2 ans aussi, pour qu'il n'y ait pas de service pour les Allemands, ou pour qu'on puisse me prendre comme adulte. On m'avait rajeuni et je ne me suis jamais maquillée à ce moment-là, pas comme maintenant. Et c'est comme ça que on m'a pas pris au sérieux, on ne savait pas que j'étais juive. À ce moment-là, on n'avait pas encore la marque de juif sur le passeport et partout. Et ils n'ont pas beaucoup regardé les papiers, ils ont pris une amende, ils nous ont mis à la caserne de Tours, place Velpeau. C'était d'ailleurs la même caserne où tous les otages de Tours ont été arrêtés 6 mois plus tard. Et on nous a relâchés le lendemain sans rien de plus. Ça, c'était la première fois, le premier arrêt. La deuxième fois que nous avons échappé, et ça, je crois, c'est ce qui nous a perdus à Bellac. C'était au moment de la rafle du Vélodrome d'hiver, qui était à Tours le 15 juillet ou le 16 juillet. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais ça, on peut le regarder parce que c'est officiel. Ce jour-là, non, il y avait encore une autre fois qu'on était arrêtés. On avait fait passer de l'argent à mon père. Et j'étais très amie avec quelqu'un qui passait en zone libre. C'était un de mes amis, mes copains de classe. Il m'avait dit qu'il emmènerait n'importe quoi pour mon père, il m'aimait beaucoup. Alors on lui avait donné des dollars qu'on avait mis qu'on avait cousu dans un sweater, dans un pull avec de la laine qu'on avait mis, et puis il a été arrêté. Et lui a été emprisonné. Il n'a pas donné notre nom pendant 6 semaines. Il n'a pas voulu, jusqu'à ce que son père, qui lui faisait partie des gens de Pétain, l'a forcé, parce qu'il devait passer son baccalauréat, de donner notre nom. Il nous a dit de partir, mais nous, on n'est pas partis, parce qu'on avait peur que on le déporterait lui. Alors, on est resté à Tours, et on nous a arrêtés. Là, on a encore eu la chance. Le type qui nous a arrêtés, c'était un Tchèque, un Allemand tchèque, qui, lui, n'était pas du tout d'accord, et on nous a mis en prison, maman et moi, pas ma cousine, et alors, on ne nous a pas mis en prison, on nous a mis en prison, on nous a conduits en prison, mais pas comme ça. Juste, les policiers nous connaissaient à Tours tous. Et c'était les Allemands d'ailleurs qui sont venus avec les policiers. Et puis, une fois en prison, le garde de la prison, qui était allemand, en uniforme allemand, était aussi un Tchèque. Il m'avait dit, écoutez,
si votre maman reste en prison, demain matin à 7 heures, je reprends mon service. Vous pouvez aller à Tours pour chercher de l'aide pour quand vous êtes. Moi, je vais voir que vous allez avoir un juge tchèque. Et comme ça, on a été libérés tout de suite aussi. Et rien ne nous est arrivé. Je vous raconte cette histoire parce que pour la simple raison que le jour où la rafle du vélodrome d'hiver était, et que j'ai regardé par la fenêtre 13 rue du Cluzel, au 3e étage, j'ai vu que le chauffeur du bus, c'était le garde de la prison. L'Allemand est monté, il s'est mis devant un portrait qu'on avait fait de moi pour mon 18e anniversaire, une Autrichienne qui était peintre, que maman avait hébergée aussi quand elle est sortie du camp de la Lande. Et elle voulait me faire pour remercier maman. Et le portrait était juste nouveau là. Alors il s'est mis devant le portrait et il dit: je ne peux pas vous prendre, je suis peintre moi-même, j'aime ce portrait. C'était seulement pour éplucher des pommes de terre. Il ne nous a pas dit la vérité naturellement. Et il a dit: si jamais ils insistent quand vous voulez, on reviendra demain. Alors naturellement, on n'a pas attendu demain. On est parti le lendemain à 6 heures. J'ai eu un guide pour m'emmener. Mes amis de l'école ont amené maman, ma cousine et moi à la ferme du passeur qui s'appelait Monsieur Chaussard, qui nous a cherchés au bus. Et Monsieur Chaussard, d'ailleurs, a été fusillé et sa ferme a été brûlée, parce que nous n'étions pas les seuls à être sauvés par lui. J'arrête une seconde parce que je veux être triste, monsieur. Oui, et la ferme par les Allemands. Ah. Parce que nous n'étions pas les seuls qui l'a sauvé. Il y a des centaines qui l'a sauvé. Et qui ont passé par là. D'ailleurs, à Tours aussi, il faut que je dise, ils ont arrêté beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je n'ai jamais senti de l'antisémitisme. Ni à l'école. On a chanté Maréchal, nous voilà. Quand j'étais à l'école supérieure commerciale, dont on m'a sorti en 41 déjà, je n'avais plus le droit d'aller, parce que les Allemands avaient défendu qu'on garde les enfants juifs à l'école, ni les jeunes filles, puisque je n'étais plus enfant vraiment. Mais il faut que je dise qu'à Tours, vraiment, je connaissais les gens comme Mademoiselle Marteau, qui était professeure, qui était déjà dans la résistance à ce moment-là, dont je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue après la guerre, parce que à Tours aussi, beaucoup de choses étaient changées quand on est revenu. On ne connaissait plus ce qui était bon, parce qu'il n'était plus là. Alors on n'a jamais su ce qu'elle était devenue, parce qu'elle aussi, elle a aidé à beaucoup, je sais. Il y avait un docteur à Tours, docteur Vial, qui avait une clinique, qui avait mis pas mal de gens qui étaient au camp de la Lande dans la clinique pour les sauver en disant qu'ils étaient malades, et puis après ils ont disparu. Donc ce peintre, Madame Gartenberg, a aussi survécu la guerre. Elle n'a jamais été arrêtée après qu'elle a été au camp de la Lande, parce que le docteur Vial a fait attention à elle. Il l'a cachée d'une clinique à l'autre. Il y a beaucoup de choses dont on n'a jamais parlé après la guerre à Tours, parce que les gens ne voulaient pas en parler. Et je ne sais pas s'il a jamais été récompensé pour tout ce qu'il a fait. Oui, parce qu'on entend parler des justes, il y a des gens qui ont été récompensés, oui, mais il y en a eu beaucoup. Mais les vrais justes ne sont jamais devenus les justes. C'est la même chose avec le colonel où mon mari était à la Résistance, qui a sauvé beaucoup de juifs, aussi des juifs alsaciens,
Mon mari était là, et nous sommes très amis, nous avons des réunions tous les ans au mois de juin à Saint-Flour. Il y a encore les Anglais qui viennent, tous ceux qui vivent encore viennent pour ces réunions. Comment il s'appelle ce monsieur? Le colonel, Oui. c'est Crevant, Henri Crevant. Mais il était fantastique. Il a sauvé aussi le fils de Marc Bloch, Daniel Bloch, qui était un des résistants qui ont résisté avec mon mari, mais ça n'a rien à faire avec Nexon, tout ça. Mais il y avait tellement de choses à part Nexon, mais vraiment j'étais sauvée au moins 4 fois. Et comment vous avez été arrêté à Bellac? Oui. Alors donc, puisque ils savaient qu'ils ne m'ont pas eu pour le vélodrome d'hiver, je suis sûre qu'ils ont su. Nous avons des papiers ici où mon père demande au préfet de Bellac sur la demande de l'intéressé, je confirme par la... oh non, ça s'est passé là, mais je sais qu'il a demandé à Bellac pour que... Je vais les pour que après, nous, on puisse rester à Bellac. Parce qu'il fallait une permission du préfet pour tous les nouveaux réfugiés qui arrivaient. Mon père était donc prestataire à Bellac. Il a eu la permission de vivre ailleurs. Il a été très affecté au cœur pendant la débâcle, parce qu'ils étaient dans le camp je crois que c'était le camp du Ruchard, où ils étaient avant pour devenir prestataires. Et ils se sont sauvés des Allemands quand les Allemands sont arrivés à pied jusqu'à Bellac, pour la zone libre. Et papa était couché par terre, il ne pouvait plus marcher, il avait une attaque cardiaque. Et le docteur Sittenfeld, qui était aussi un des prestataires et qui était affecté à ce groupe, je dirais, a sauvé papa. Parce qu'il avait ce qu'il fallait comme piqûre pour le sauver. Et papa a continué. Mais papa est mort très jeune. Et de cette histoire aussi, de la débâcle, avec les Allemands derrière, et avec tout ce qu'on a souffert. Parce que j'ai jamais vu papa pleurer, seulement quand il est venu nous visiter à Bellac, il n'a pas pu rentrer dans le camp. Et je l'ai vu au grillage, et c'est là qu'il m'avait dit, je vous sortirai d'ici. Je ferai n'importe quoi, mais... C'était à Nexon ou à Bellac? À Nexon. Oui, il est venu vous visiter à Nexon. Oui, j'ai le télégramme ici qu'on m'avait permis d'envoyer à papa avec une permission de visite. Mais il n'a jamais pu rentrer dans le camp. Mais je suppose que là, déjà, ils étaient d'accord que je puisse le voir parce qu'ils m'ont fait venir au grillage où papa était de l'autre côté. Et il a pu me parler tranquillement. Il avait de l'argent, vous pensez qu'il a payé Oh oui, oui, parce que vous savez, ce qui nous a fait nourrir, dont nous nous sommes nourris pendant toute la guerre, vous savez ce que c'était, les bijoux de maman. On les a tous vendus, comme on a pu. Et il n'y avait qu'un seul qui était vraiment honnête, parce qu'on les a vendus à très bas prix. Maman avait de très beaux bijoux. Et un bijou dont papa n'avait pas envie de se défaire, c'était sa montre. Alors moi, j'étais cachée aussi, ça c'était après Bellac, dans une famille de l'Arbre, qui avait 12 enfants. Et monsieur de l'Arbre était huguenote. Et il a sauvé au moins des milliers de personnes, tellement il était aussi dans le mouvement de la résistance. Et monsieur de l'Arbre avait dit, moi je donne à ton père de l'argent. Il me le rendra après la guerre et je lui prendrai la montre comme gage. Et il nous a rendu la montre tout de suite après la guerre, quand papa a pu travailler de nouveau et faire un peu d'argent.
parce que vraiment, on était démunis après. On avait tout vendu, tout ce qu'on avait. Et comment c'est possible qu'un monsieur juif allemand puisse venir visiter Annexon? C'est bizarre, non? Ben, il avait déjà ses faux papiers, je suppose, parce que papa n'est pas resté à Nexon, ni mon oncle, ni ma tante. Je veux dire, pas à Nexon, mais je veux dire à Bellac. Parce que, vous voyez, après que nous, on a été arrêtés, papa a tout de suite vu d'avoir les faux papiers. Et il est parti avec ses faux papiers à Valence. Et il avait les papiers, je suppose, pour nous, qu'il avait gardés à Valence. Je ne sais pas comment qu'il a fait. Ça a dû se passer à Limoges, parce que j'ai regardé les tampons, ça vient de Limoges. Et d'un autre côté, maintenant que nous avons rencontré la petite cousine de mon mari, sa mère visitait les gens à Nexon. Et elle faisait des faux papiers. Et je crois que c'est vraiment le rabbin Deutsch, comme on m'avait dit, qui avait ce réseau. Et je crois que tout est venu comme ça, mais ils ont très bien travaillé. Mais ils n'ont pas pu travailler pour tout le monde, il fallait aussi être un peu français pour ça, autrement on ne peut pas le faire. Comment elle s'appelait cette dame, vous vous souvenez ou pas? La dame qui non, elle n'est pas venue nous visiter, nous. Ça, je l'ai su seulement maintenant, 60 ans après, parce que nous avons trouvé les petites cousines de mon mari seulement 60 ans après, parce que mon mari ne savait même pas qu'elles existaient. Parce que son oncle était déporté. Et est-ce que vous avez souvenir d'organismes de secours comme les Quakers? Parce que Guy Perlier m'a demandé, il travaille sur les organismes qui venaient aider dans les camps, s'il y en avait. Qui est venu visiter dans les camps et donner de la Alors pour nous juifs, on avait seulement une chose, on avait les Quakers, personne d'autre. Les Quakers sont venus une fois pour nous amener des flocons d'avoine que je détestais avant, mais que j'ai mangé. Parce que je ne pouvais pas manger rien du tout. D'ailleurs, je suis sortie, je pesais 70 livres. J'ai plus pu manger après Nexon. J'étais voir un docteur pour qu'on me... Parce que j'ai donné tout mon manger à ceux dont on volait le manger. C'est-à-dire à l'infirmerie. Et d'un autre côté, on se battait pour un morceau de pain. Parce que nous non plus, on n'était pas très bien là-dedans. Il y avait beaucoup d'animosité entre les gens arrêtés aussi. C'est ce qui m'a déplu le plus. Vous vous souvenez dans quelle baraque vous étiez? Je ne sais pas le numéro. Pas du tout. Je sais que c'était assez au début, mais elle était propre. Nous, on n'avait pas de... Moi, j'ai jamais eu quelque chose. Ni pour, ni plus, ni rien. Et maman a payé pour qu'on puisse prendre des douches 2 fois par semaine. On a payé les Espagnols. Mais les Espagnols, c'était des cochons. Ils regardaient par des trous, ils voulaient seulement voir. Alors ils aimaient bien avoir des jeunes qui prenaient les douches. Et c'était vraiment très désagréable. Alors ils nous mettaient de l'eau froide, alors il fallait dire caldo, frio. Et c'est comme ça qu'on avait un peu d'eau chaude. Elle n'était pas gentille. Moi, j'ai pas du tout aimé les Espagnols. Oui, il n'y avait pas de solidarité du tout. Hein, mais non, mais les Espagnols étaient vraiment un petit peu des capots pour nous. Ils étaient vraiment contre nous, pas avec nous. Et la solidarité dans le camp, je me rappelle que j'avais des amis dans le camp. D'ailleurs, j'ai demandé si on savait ce qu'ils étaient devenus, mais on a dit qu'on ne pouvait pas le savoir. C'était un monsieur Marcuse de Berlin. Et lui, il avait une très bonne idée parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éclairage, mais il avait des cartes. Il m'a appris déjà à jouer au bridge. Alors, on se réunissait le soir, il venait et puis on jouait au bridge. Il me donnait des leçons de bridge. Après être sorti du camp, je n'ai plus touché une carte jusqu'à plus tard en Amérique,
où on avait besoin d'un quatrième pour le bridge et qu'on m'avait mis dedans. Et après ça, j'ai aimé le jeu et je joue beaucoup au bridge et je suis une bridgeuse acharnée sur Internet et ici aussi à Nice. Je fais partie du club de bridge. Mais je n'ai jamais oublié qu'il m'a vraiment un petit peu monté le moral parce que mon moral était très bas. J'ai trouvé que c'était tellement moche de voir que seulement ceux que j'aimais, c'était ceux qui étaient plus fragiles. C'est-à-dire, il y avait une dame de 90 ans avec sa fille de 70 ans qui se faisait tellement de soucis que sa fille s'enrhumait dans ce camp, alors qu'elle était beaucoup plus fragile encore que sa fille. Ça m'avait beaucoup touchée. Mais à côté de nous, il y avait une femme qui était tellement jalouse et tellement méchante, qui mettait tout contre maman. Quand elle a vu que maman était affaiblie, elle n'était pas gentille du tout. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même assez moche. Et ils se battaient pour prendre le pain, alors je leur donnais le pain. Je n'avais pas envie de manger, ça m'était égal. J'étais assez disciplinée, mon estomac était, c'est quand même, il est devenu tout petit. Et Dr Henrès à Valence a trouvé un moyen pour m'élargir l'estomac pour que je puisse manger de nouveau. C'est-à-dire, il m'a donné du sang, une cuillère 3 fois par jour, dans de l'eau ou dans n'importe quoi. Il fallait que je le fasse, autrement j'aurais pas pu vivre. Parce que j'étais tellement... je ne pouvais plus manger. Toute la nourriture était... Je ne pouvais plus voir de nourriture, je n'en voulais plus. Alors papa, il m'a emmené chez ce docteur et il m'a sauvée. Et est-ce que vous vous souvenez de Laurette? Non. Elle se souvient de vous, mais vous, non. Non, je ne me souvenais pas. Elle m'avait vraiment, parce qu'on n'avait pas beaucoup à faire avec elle. Elle visitait pas les baraques ou vous vous souvenez pas? Non, mais il faut que je dise que j'étais pas beaucoup dans la baraque. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, la seule chose que je voulais faire, c'était être utile un tout petit peu. Je ne voulais pas rester à attendre le sort qui nous reviendrait. Alors, comme il m'avait dit que si je parle l'allemand et le français, je pourrais servir quand ils ont besoin de comprendre quelqu'un qui ne parlait pas le français, il me cherchait tout le temps pour jouer l'interprète. Et puis après, quand j'ai vu ce monsieur, je crois qu'il s'appelait Simonson, mais je ne suis plus sûre, parce que j'ai tellement de noms dans la tête qui me sont venus après, que je ne suis pas sûre. Je vais regarder encore une fois dans les archives, parce que j'ai aussi plusieurs livres. J'ai le livre de Klarsfeld, alors je regarde toujours. Mais de Nexon, ils n'ont presque personne dans le livre de Klarsfeld. Je suis très étonnée de ça aussi. De déporter, vous... Oui, j'ai le livre ici, je vous le montrerai. J'ai tout ici. Il y a 2 convois, 450 juifs répertoriés qui sont partis vers Auschwitz. Oui, mais ils ont tous les noms et je n'ai pas trouvé des noms dont je me rappelle. C'est pour ça que je cherche toujours le lieu de naissance et les noms. Certaines personnes ont été déportées dans d'autres camps avant d'être... C'est peut-être pour ça. Ils passaient des fois par Gurs, ils retournaient à Gurs ou ailleurs et après à Drancy. Enfin, Drancy, je savais. Alors, Drancy, j'ai regardé. Non, moi j'ai beaucoup de personnes que j'ai trouvées. Et quand vous travailliez, donc vous travailliez dans les bureaux pour faire l'interprète ou simplement ils vous appelaient quand ils avaient besoin? Ils m'appelaient et quand quelqu'un venait au bureau, j'allais au bureau. Pour traduire? Pour traduire, pour leur dire ce que les personnes avaient, et ainsi de suite. Ça n'a pas fait grande différence, hein, ils n'ont pas été aidés. Et les gardiens, ils étaient comment? J'ai pas de mauvais souvenirs.
Je n'ai pas de mauvais souvenirs des gardiens. J'ai de mauvais souvenirs du froid. J'ai de mauvais souvenirs. Je sais que si on ne pouvait pas se laver, j'ai voulu rester absolument propre. Je me suis lavée plusieurs fois dans la neige. Avec maman, on est sorti le soir pour aller là aux latrines, ou ce qu'ils appelaient, qui était horrible. Alors là, on se lavait dans la neige un petit peu quand il neigeait, quand la neige était fraîche. Il a fait très froid, hein, cet hiver. Et puis on avait... Alors je sais que maman avait amené son manteau de fourrure et elle m'avait tout le temps couverte parce qu'elle savait que moi je gelais le plus. J'étais toujours très frileuse. Et maman... Et j'ai jamais voulu mettre mes bons vêtements parce que je me suis dit, si je sors, je ne veux pas sortir comme une... Alors j'ai gardé mes vêtements et maman me disputait, il dit, il faut employer tout ce que tu peux pour te couvrir. J'ai toujours dit non, si je sors d'ici, si je peux sortir d'ici, je veux absolument qu'on soit encore habillé pour qu'on ne remarque pas qu'on a été pris. Et j'ai fait très attention à ça. Oui, sur les photos, on voit une grande misère. Hein. Les photos qu'a fait Laurette, on voit les gens avec des vêtements tenus par des ficelles, des sortes de couvertures. Ils étaient vraiment... Oui, et c'est ce que j'ai pas voulu, parce que je sais que, par exemple, j'ai toujours trouvé quelqu'un, j'ai pris des vêtements de papa, par exemple, des militaires, et j'ai fait faire par une couturière une jupe et une jaquette. Je sais aussi la première fois que on a toujours essayé de faire les choses. Je sais, par exemple, on avait emmené des vêtements et puis naturellement, à notre âge, on grandit ou on grossit ou on prend de la poitrine. Alors voilà ce qu'on a fait. On a pris, comme ma cousine et moi, on avait toujours les mêmes robes. On a pris 2 robes, on en a fait faire une. Et comme ça, on a été toujours assez bien habillés. Et est-ce qu'il y avait des vols dans les baraques? Ah oui. Oui. Il fallait faire attention à ces affaires. Ah ben les pires vols, c'était des morts. Si ils ont écrit dans le livre qu'il n'y avait rien sur les morts, c'est qu'avant qu'ils meurent, on avait déjà dépouillé tout. Et je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Vous vous souvenez des gens qui sont morts en novembre et en décembre? Non. Enfin, vous vous souvenez qu'il y a eu des morts? Je sais qu'il y avait des morts parce que les lits étaient vides après à l'infirmerie. Je passais toujours à l'infirmerie. Ça, c'était mon devoir. Après, vous avez travaillé à l'infirmerie, hein? Pas travaillé. J'ai amené leur manger. Et je leur ai donné à manger ce qu'ils ne pouvaient pas manger. Parce que je savais qu'autrement, ce serait volé en route. Alors j'ai pris le manger pour eux. Par exemple, ceux que je connaissais, ça je l'ai fait plusieurs fois. Je n'ai pas pu le faire toujours, hein, parce qu'il y avait des moments où on ne pouvait pas le faire. Parce que les autres le faisaient, qui volaient. Et les Quakers, c'était des Américains? C'était des protestants américains? Les Quakers, je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, on n'a pas eu de visite. Non. Ceux qui étaient venus avec les flocons d'avoine, ils venaient de ils ne venaient pas chez nous dans la baraque. Oui. Ah oui, ils ont déposé. Donc vous n'avez pas vu vraiment qui c'était. On vous a dit que c'était les Quakers. Et l'UGIF n'est pas venu? Parce que j'ai une photo de distribution de pain par l'UGIF, où je sais qu'ils ont intervenu. Mais vous pouvez venir après mon départ ou avant, mais pas pendant que j'étais là. Moi, j'ai eu la chance d'être là que 6 semaines. Oui, ça c'était une chance. Hein? C'était même pas 6 semaines, puisque moi j'ai pensé du 15 au 31. Alors si c'est du 17, c'est moins de 6 semaines. Et la nourriture, c'était quoi, Nexon? Des soupes ou des trucs comme ça, et je sais, j'ai rien mangé comme viande, parce que je ne savais pas ce que c'était. Non, moi, j'ai vraiment pas mangé. Si je pouvais avoir le pain. Mais vous savez, on a pu avoir des paquets. On a eu un paquet. On a eu plusieurs paquets même. Mais ça, c'était aussi par papa. Ça, je sais.
Mais maman a gardé toujours presque tout pour moi, parce qu'elle savait que je ne mangeais pas le reste. Alors elle s'est privée pour moi. Mais je n'avais plus envie de manger. Ma cousine avait envie de manger. Elle m'avait dit, elle avait même pris du sac de quelqu'un quelque chose à manger. Mais j'aurais pas pu faire ça. J'avais pas envie. Et il y avait beaucoup de monde, c'était plein les baraques ou... Oui. Et il n'y avait que des juifs dans votre baraque ou c'était mélangé? Non, ma cousine, ça je le sais de ma cousine, parce que moi je ne me suis pas beaucoup occupée des gens dans la baraque. J'étais jamais comme ça, mais il y avait, je crois, même une Russe qui était là, qui n'était pas juive, qui était très jolie. Et il semble qu'elle flirtait avec un des gardes qui lui a amené tout à manger. C'est comme ça que ma cousine a eu, souvent elle lui envoyait un petit morceau, elle le jetait au cross et elle le prenait ou elle lui donnait. Non, il y avait certaines personnes qui avaient des amis. Et il y avait des Allemands déjà enfermés dans l'îlot spécial, des Allemands qui avaient fui le nazisme, parce qu'après il y avait cet îlot spécial. Non, ça c'était après moi. Non, nous on n'avait que les Juifs au moment où j'étais et des Espagnols. Beaucoup d'Espagnols. Mutilés, souvent ils avaient des... Ceux que j'ai vus, ils étaient même jeunes, beaux et pleins de vie et cherchaient à coucher aussi avec des femmes. C'était tout ce qui se passait là-bas. C'est normal. Et le médecin, il y avait deux médecins, donc un juif et un qui n'était pas juif. Et celui qui n'était pas bien, c'était le médecin juif? Les deux. Les deux. Les deux étaient pareils. C'était très amis. S'entendaient très bien. Aussi avec les infirmières, parce que les infirmières étaient surtout absents, jamais présents. Parce que Laurette, elle parle d'un médecin, mais c'est un français, c'est pas un juif, je ne crois pas que c'est un interne. Ouais, celui dont elle parle, qu'elle n'aime pas du tout. Bah, elle a raison. Elle avait tout à fait raison. Ils étaient tous les deux absolument horribles. Pas là comme médecin, seulement là comme pour leur plaisir, on dirait. C'est vrai. Et à votre avis, alors pourquoi vous êtes marqué libéré et pas... Eh bien moi je crois qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un soit à nos trousses. Parce que ça se faisait beaucoup. Peut-être qu'ils avaient peur. Celui qui a travaillé là-dessus, il a préféré avoir libéré. Parce que quand même, comment qu'on peut s'enfuir de Nexon? Puisque personne ne s'est jamais enfui, comme on m'avait dit. Oui, et vous pensez qu'il y avait une complicité donc à l'intérieur du camp? Ah oui, oh oui, oh oui, ils ont dû être payés. Ça, je suis sûre. Donc vous aviez les faux papiers? Oui, voilà. On va les filmer. Et vous êtes parti le soir et après? Dans le train, il nous a dit qu'il fallait changer à Lyon. Mais je ne crois pas qu'on a changé à Lyon. Est-ce qu'on a changé à Lyon pour aller à Valence ou est-ce que c'est direct? Ah non, il faut changer. On a changé à dimanche, je crois. Ou à Lyon, il faut changer pour aller à Valence. Pour aller à Valence. Alors c'est à Lyon qu'on a changé. Et il y avait vous êtes allé à la gare de Nexon alors? Vous êtes parti à pied? Ah oui, à pied, avec lui. Bras dessus, bras dessous. Parce que maman, il fallait bien que je lui aide à marcher puisqu'elle ne voyait pas. Alors donc, maman me donnait le bras. Lui me donnait le bras et ma cousine était de l'autre côté de maman et on marchait comme ça, comme si on était, qu'on venait de la célébration de Nexon qui était en cours pour la nouvelle année. Il y avait une fête organisée par Laurette? Je crois qu'il y avait, oui, je crois, parce qu'il m'avait dit pendant qu'ils vont se saouler, nous on va partir. Et c'est comme ça que c'était. Et nous sommes allés au train, et le train venait assez vite, donc il connaissait l'horaire. Et les billets m'ont été donnés par lui, puisque moi je ne pouvais pas prendre de billets, donc ils étaient pris d'avance. Tout a été arrangé jusqu'à Valence. Et à Valence, je suis descendue, et je sais que moi je devais porter quand même les quelque chose qu'on avait ramené.
notre valise là. Et ma cousine a porté, maman ne pouvait pas puisqu'elle était à mon bras. Il y a été une passagère du train qui est descendue, qui n'avait pas de bagages, qui m'avait pris les bagages et dit vous avez trop au revoir. Alani qui m'avait pris les bagages et dit vous avez l'air trop fatigué, vous êtes tellement mince ou maigre, ou je sais pas ce qu'elle a dit, en tout cas j'avais très mauvaise mine et c'est elle qui m'a emmenée jusqu'à l'hôtel. Et voilà, j'ai l'hôtel ici, hôtel des touristes. C'est là que papa était, à Valence. Naturellement, papa n'était pas là parce qu'il ne savait pas le jour où on arrivait. C'était pas loin de la gare. Nous sommes allés à pied. On nous a indiqué où c'était. Alors c'est là que papa nous recevait après, il m'avait vu et il était heureux comme tout. Oui, j'imagine que c'était des... Et Edmond Kahn et Lisette Kahn habitaient Valence et ils ont dit ils vont tout de suite s'occuper parce qu'on ne pourrait pas rester à Valence. Alors il fallait un endroit pour maman et papa, un endroit pour ma cousine et un endroit pour moi. Alors, papa et maman sont allés dans une pension à Montméran, près de Valence, c'est pas loin de Montélimar. Le maire de Montméran était fantastique, il nous a tout de suite donné, ils ont donné tout de suite à mes parents des cartes d'alimentation. Pour papa, j'ai ici des fiches où il aurait dû faire la veille à la gare pour que rien n'arrive pour les trains des Allemands. Il n'a jamais fait ça. C'était aussi part du sauvetage. Et moi, c'est une famille de l'Arbre qui m'a recueilli, Jean de l'Arbre, de Saint-Fortunat. C'est dans l'Ardèche. Je vais filmer un peu. Sauvé beaucoup de juifs, aussi des juifs alsaciens. Et Titine. Et Titine venait ou bien comme femme, et puis il ne voulait pas, hein, parce qu'il était prestataire. Ah oui, transsexuel. Oui. Ah. C'était la grande. Tous les jours, il demandait ce que c'est Titine. Mais ça n'a rien à faire avec Nexon, mais il y a deux papas à Bellac. Ouais. Ça, c'est vous, alors à gauche? Oui, avec et à papa. Droite, c'est votre papa. Et c'est en quelle année? C'était à Lorette. Je l'ai marqué, je crois, non? Je n'ai pas marqué. Non, c'est en 1941. Oui. Et ça, c'est les photos de Bellac. Ça, c'est ma tante, mon oncle et mon père, devant la même maison, là, à Bellac. Et ça, c'était aussi... Là, vous avez un petit peu le régiment, là, Oui. la compagnie, là. Vous trouvez, Monsieur Wolf, là-dessus? Non. Manger. Vous pouvez me redire ça? Pardon? Je ne filmais pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Je ne peux pas me mettre à un buffet en ligne pour manger. À cause des queues qu'on a fait pour le pain et pour tout ça, et pour le con, quand ils se sont battus pour un morceau de pain, j'ai jamais pu. Depuis, je ne vais plus jamais où il faut faire la queue. Ni pour un film, ni pour un buffet, ni pour rien. Et je n'aime pas les bus. Mais je les prends quand même. Ça j'ai pas pu faire autrement. Mais pour les aimer, non. Oui, vous m'avez dit au téléphone que vous aviez fait 2 promesses
pas parler allemand, pas trop, pas souvent. Oui, mais j'étais obligée, vous savez, à Cologne. Autrement, on n'aurait rien pu faire. Mais c'est vrai que je n'aime pas parler l'allemand. Mais vous savez, à Cologne, j'ai trouvé que ceux qui étaient vraiment de Cologne, qui avaient l'accent de mes parents, ça marchait encore. Alors que ceux qui viennent de la Bavière et du reste de l'Allemagne, je ne veux plus, je ne peux pas l'entendre. Non, je déteste. Je déteste la langue et pourtant, mon père m'a forcé de l'apprendre pour comprendre les ennemis. Il a dit, il faut comprendre. Alors j'ai appris, quoi. Même quand j'étais petite, j'étais obligée à Tours d'avoir des leçons d'allemand pour que je puisse tout comprendre. Oh, je ne l'ai pas regretté parce que je suis arrivée en Amérique et j'étais assez mal payée jusqu'à ce qu'une lettre venait de Suisse que personne ne pouvait lire et que j'ai traduite et ils m'ont donné le double d'argent. Alors vous voyez, c'était pas une mauvaise idée. Alors votre métier c'est quoi? Moi je suis réalisatrice de films. De films? Oui. Et vous le faites à votre compte ou vous êtes employé par quelqu'un? Je suis salariée, oui. Mais je suis intermittente quand je trouve un... Donc quand j'ai un projet, il faut que je trouve un producteur qui croit en mon projet et donc après lui il me salarie, il me paye pendant la durée de mon travail. Je travaille beaucoup plus de temps que je ne reçois de salaire, mais c'est parce que j'aime mon travail. Alors. Comme souvent les gens... C'est dommage que ma petite fille est partie parce qu'elle est dans la voie de faire ce que vous faites. Oui. Oh, elle était malheureuse parce que elle voulait prendre au moins, je ne sais pas combien, et elle ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, alors c'était un drame ici. Elle a quel âge? 22. Ma fille vient de lui offrir une caméra pour filmer, oui. Alors elle est venue avec 3 caméras. C'est dommage, j'ai tellement voulu qu'elle soit là aujourd'hui pour nous. Oui, elle devait partir. Elle est partie hier. Tout s'est passé hier. Elle est partie hier matin, hier soir, il y a ma cousine qui est venue d'Israël. Celle de Toronto est là depuis une semaine après elle. C'est comme ça chez vous. Oui. Chez vous, hein? Oui. Hein? Ça c'est l'original et ça c'est la copie. La copie est mieux que l'original parce que j'ai écrit dessus, vous voyez. Autrement on n'aurait pas pu. Hein? Je vais filmer les deux. Ouais. Mais ça personne n'a. Je suis content que c'est vous et pas l'autre. Vous l'aimez bien? Il est bien? Autrement. Oui, oui, il est très gentil. Mais... Ma fille travaille pour Newsweek. Et elle fait votre biographie, hein, elle raconte votre histoire. Enfin, non, c'est moi qui ai dû le faire. Vous le faites et elle... Je ne sais pas si elle va le faire. Mais vous savez, mon petit-fils a fait un discours pour le Holocauste. Et ça, j'ai trouvé bien. J'ai eu pas mal de emails de gens qui l'ont entendu. Oh, je peux vous montrer l'original, je l'ai là aussi. Ah oui, oui, je veux bien.